Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La gestion des fleuves. Dans la stratégie d'expansion régionale de la Chine. Diplomatie et stratégie. Collection dirigée par Emmanuel Collier. Ouvrage paru. Valéria Netté, Clémentine Lépée et Samantha Vacher. Géopolitique des technologies de l'information et de la communication au Moyen-Orient. Entre compétitivité étatique et stratégie de contrôle, 2011. Christina Aguillard et Camille NhouYVANISVONG. Ambassadeur, Guide pratique de la négociation internationale 2010. Daboville, Robert, Investissement pétrolier chinois en Afrique 2010. Mignot, Bruno, Il était une fois des militaires. Chronique d'une mutation en cours 2009. Laudeau, Jean-François, Le nouvel ordre du puzzle des Balkans 2009. MALLATRAIT, Clémence. En collaboration avec Thomas Messaros, La France puissance inattendue au XXIe siècle dans le Pacifique Sud 2009. De Remaux, René Maurice, L'Organisation internationale de la francophonie. L'Institution internationale du XXIe siècle 2008. Koyokaru, Toru, Géopolitique de la mer Noire. Éléments d'approche 2008. Lefebvre, Jean-Luc, À la recherche du cinquième élément, du feu à l'espace, une brève histoire de conquête 2008. Mignot, Bruno, Regard d'un militaire sur la société française. La République nous appelle 2007. Meyer, Michel, La nouvelle diplomatie commerciale brésilienne. Lula, Danse avec le soleil 2005. Remerciements. Nous exprimons nos profonds remerciements au professeur Pascal Chéniaud pour l'éclairage que ses cours de géopolitique ont apporté à nos recherches, ainsi qu'au maître de conférence Philippe Tauzin pour ses conseils avisés en méthodologie. Nos remerciements s'adressent également tout particulièrement à maître Emmanuel Collier pour sa disponibilité et son soutien. Nous remercions Franck Galland et Stéphane Truchot pour leur disponibilité et leur aide. Leur œil critique nous a été précieux pour structurer et améliorer notre travail. Nous remercions enfin Caroline Burnet, qui a conçu les illustrations. Préface. À force de sacrifier l'essentiel au nom de l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. Hadj Morin. Avec 50 000 cours d'eau et 6% du débit fluvial mondial, la Chine a pu bâtir plus de 85 000 barrages dont 22 000 sont classés comme très grands barrages. Malgré la démesure dans la maîtrise de cette richesse naturelle, la technique a contribué à la dégradation de l'environnement conduisant en réaction à de trop nombreux endroits, à l'aridité. Cela veut dire aussitôt diminution de la production alimentaire, déplacement des populations, conflits sociaux. La gestion de l'eau en Chine est devenue chrysogène parce que son développement technique industriel urbain dégrade la biosphère et empoisonne le milieu vivant dont l'homme fait partie. Par ailleurs, le pays est situé en amont de bassins hydrographiques nombreux et importants. Les fleuves Ili et Irtych s'écoulent vers le Kazakhstan, l'Indus vers le Pakistan, le Brahmapoutre vers l'Inde. Il y a aussi le bassin du Mékong, les 6 États riverains en aval du Yunnan, le Cambodge, le Vietnam. Ces zones sont devenues des zones d'interférence et de fracture nourrissant des antagonismes à taille d'un continent, et qui se traduisent par exacerbation de rivalité. On y voit des gaspillages énormes d'énergie et de vie. Les auteurs de cette étude savent que la politique chinoise intérieure et étrangère devra très vite être recentrée autour de ces réalités. Formés dans les meilleurs instituts d'études politiques, ils sont titulaires du Master en Management des risques internationaux de l'école HEC Paris et ont une vision d'ensemble. Ils savent que les destins locaux dépendent de plus en plus du destin de la planète, et leur texte est une invitation pour les investisseurs et les partenaires de la Chine à se saisir de cette situation. Ils nous interpellent avec brio sur ce pays, qui émerge dans un mouvement chaotique de destruction et de création, qui risque au final de le détruire, oubliant trop vite le mot de Claudel. L'eau et le regard de la terre sont appareils à regarder le temps. Emmanuel Collier. Avocat à la Cour. Chargé de mission au Centre d'études diplomatiques et stratégiques. Recteur de l'Université internationale de Brazzaville. Introduction.
Qui domine l'eau domine la Chine. Ce vieil adage chinois n'a jamais été autant d'actualité. La capacité de maîtriser l'eau et les fleuves, traditionnellement représentés par les dragons, a de tout temps été considérée en Chine comme le critère d'une bonne dynastie, expliquait Philippe Béja dans un article du Monde diplomatique il y a 10 ans. 1. Shui 2, la symbolique de l'eau dans la culture chinoise. L'eau a toujours eu une place essentielle dans les religions. Dans l'hindouisme, l'eau est considérée comme un être sacré rapport au Gange. Dans la religion bouddhiste, lorsque la vie de Bouddha est retracée, elle est remplie d'évocations à l'eau. Dans la civilisation chinoise, l'idée de sacré autour de l'eau n'existe pas et aucun rite particulier n'existe. Dans les anciennes mythologies, la dualité entre l'eau et le feu est la base du fonctionnement de la pensée chinoise. 3. L'eau, tout comme la montagne, est capitale pour comprendre la civilisation chinoise. La culture de l'homme sage est née comme une prise de conscience de la dimension spirituelle de la montagne et de l'eau, et de la nature en général. Ce sage appliquant le principe de Guandao vise à développer une philosophie de la vie semblable à la loi de l'eau qui s'écoule silencieusement, naturellement, sans jamais revenir en arrière. 4. Enfin, les Chinois sont partagés entre deux sentiments, le culte de l'eau mais aussi la peur de l'eau. Cette ambiguïté est liée au fait que la Chine est un pays à la fois de sécheresse et d'inondation. Les fleuves ont permis à la Chine de faire exister et perdurer sa civilisation. Depuis le Grand Yu, l'un des fondateurs de la civilisation chinoise, la maîtrise de l'eau est la problématique millénaire des Chinois. 5. L'eau, une denrée rare sur la planète. L'eau présente sur la surface de la Terre représente 1,36 milliard de kilomètres cubes. Néanmoins, l'eau salée, 97,5%, représente la majorité de ses ressources en eau disponible. 6. L'eau douce disponible sur la Terre n'est donc que de 2,5%, dont 1,75% sous forme solide, neige et glace. 7. À cela s'ajoutent les 100 000 km3 qui se trouvent dans les nappes aquifères, les lacs et les rivières. 8. Les précipitations sont aussi un élément majeur car chaque année, ce sont 110 000 km3 d'eau qui tombent sous forme de pluie. Près des 2/3 s'évaporent, le reste s'infiltre dans le sol. Même si à l'échelle de la planète les ressources en eau semblent importantes, elles sont tout d'abord limitées par le fait que 98% de l'eau liquide est salée et donc impropre à l'utilisation et à la consommation. 9. Ensuite, les ressources en eau sont inégalement réparties dans l'espace et le temps. En effet, 10 pays se partagent 60% des réserves d'eau douce, alors que 29 pays, en majorité en Afrique et au Moyen-Orient, souffrent de pénurie permanente. 10. Pour illustrer cette inégale répartition, prenons l'exemple de la Chine et du Canada qui ont des réserves en eau douce semblables, alors que les Chinois sont près de 40 fois plus que les Canadiens. Outre cette inégale répartition, certaines régions sont très arides, un quart de la planète serait menacée par la désertification, alors que d'autres sont abondamment arrosées par la pluie. Ce phénomène d'inégale répartition dans le temps et l'espace des ressources en eau ne s'observe pas uniquement au niveau mondial, il est aussi valable à l'échelle d'un pays, comme nous le verrons pour le territoire chinois. À cela, s'ajoute un accès aux ressources en eau très imparfait. En 2007, 1,3 milliard d'hommes n'ont pas accès à l'eau potable. 2,6 milliards sont confrontés à l'absence ou l'insuffisance de l'assainissement des eaux usées, et 3 à 4 millions de personnes décèdent par an à cause de maladies transmises par l'eau. 11. Le droit international et national de l'eau. La difficulté est aujourd'hui d'appréhender les problèmes relatifs à l'eau de manière globale et planétaire, ou tout du moins régionalement. Jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de véritable droit international régissant la gestion et l'utilisation des fleuves et bassins transfrontaliers. En 1921, la première convention de Barcelone abordant la problématique des cours d'eau internationaux, a pour objectif la définition des règles de navigation. Toutefois, au niveau international, aucune règle n'est applicable concernant l'accès et la gestion des ressources en eau transfrontalières. Il faudra attendre 1997 et la Convention de New York pour voir apparaître les premières règles sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation. Cette convention présentant les principes de l'utilisation équitable et raisonnable de la ressource
ainsi que le devoir de ne pas provoquer des dégâts manifestes, n'est aujourd'hui pas appliqué, faute d'un nombre suffisant de signataires. 12. L'eau est un bien qui dépend de la souveraineté de chaque État. Dans la constitution chinoise, l'eau est une ressource naturelle appartenant à l'État qui, au nom du peuple, est chargé de contrôler son exploitation. 13. La segmentation de la législation et des responsabilités ne concourt pas à une gestion cohérente et unifiée. 3 types de règles encadrent la gestion de l'eau en Chine: les règles constitutionnelles, définissant les fondements de la société, les règles de choix collectif, précisant les principes selon les membres du groupe, et les règles opérationnelles, permettant l'organisation de l'activité. 14. Néanmoins, la législation chinoise s'est beaucoup étoffée ces dernières années et est désormais abondante. La difficulté est aujourd'hui la mise en application de ces règles. La gouvernance des eaux transfrontalières. Étant un bien local, les États sont les seuls décisionnaires en matière de gestion de l'eau. En l'absence de véritable droit international, le mot-clé pour faire face aux problèmes rencontrés est la coopération entre les États. Un même bassin hydrographique est souvent partagé par plusieurs États, ce qui pourrait sous-entendre une gestion commune. Pourtant, en matière de gestion de l'eau, les États sont libres de coopérer ou non. Ces eaux transfrontalières ont amené la London School of Economics à développer le concept de position hydro-hégémonique, les États contrôlant les sources des fleuves ou ponctionnant une part importante en amont. 15. Dans ce cadre de puissance hydro-hégémonique, les eaux transfrontalières semblent démunies de cadres communs de gestion. Sur 263 bassins hydrographiques internationaux, 157 sont dépourvus de tout cadre coopératif. 16. De plus, il faut être réaliste, la plupart des situations de coopération sont superficielles. Pour une coopération efficace, ce sont le plus souvent des accords bilatéraux qui ont été signés pour gérer de manière commune les eaux. Toutefois, la question n'est pas sans laisser indifférente la population. Depuis 1997, le Forum mondial de l'eau est organisé tous les 3 ans. Il s'agit de l'événement international le plus important organisé autour de l'eau. Le dernier a eu lieu en 2009 à Istanbul, où 15 000 participants se sont réunis pour réfléchir notamment à la problématique des eaux transfrontalières. Malgré tout, la question qui se pose aujourd'hui est, sans réelle coopération en la matière et en raison de la complexité du sujet, des risques de tension ne sont-ils pas sous-jacents ? L'ONU recense en effet 300 zones de conflit potentiels où l'eau serait l'enjeu primordial. 17. For China, water is important à oil. 18. À la lumière du contexte global et juridique, il apparaît impossible à la Chine d'ignorer la question grandissante de l'eau, de sa gestion et des conséquences qui y sont liées, à la fois en interne et au niveau régional du fait des nombreux fleuves transfrontaliers. 19. En effet, la situation de stress hydrique doit aujourd'hui plus que jamais être prise en considération par la Chine. Les Chinois commencent à mesurer cette réalité contrastée, mais incontournable, et entament une remise en question de leur politique en matière environnementale. Le plan quinquennal 2005 à 2010 a fixé des objectifs ambitieux en matière de préservation des ressources hydriques. Au niveau de la stratégie environnementale de la Chine, le président Hu Jintao a élevé la civilisation écologique au rang d'élément essentiel d'une société socialiste aux couleurs de la Chine. 20. Étant au centre de plusieurs grands réseaux fluviaux, dont beaucoup prennent leur source en Chine, la Chine a d'importantes obligations. Néanmoins, il semblerait que cette responsabilité n'ait pas encore été estimée à sa juste valeur. Au regard de la situation passée et actuelle, comment la politique de gestion de l'eau, plus précisément de ses principaux fleuves, internes et transfrontaliers, contribue-t-elle à la volonté de la Chine d'asseoir sa puissance régionale ? Aujourd'hui, de nombreuses questions se posent quant à la pertinence et à la durabilité du modèle de croissance développé. Pour comprendre la situation actuelle et les enjeux auxquels la Chine est confrontée, il est alors nécessaire de faire une mise en perspective qui tentera d'expliquer la prodigieuse transformation de la Chine, mais aussi les dommages en matière environnementale qui ont été causés, et les conséquences diplomatiques qui pourraient résulter à court et moyen terme. Nous nous attacherons préalablement à expliquer en quoi cette volonté de croissance à tout prix, pari qui semble réussi, a conduit la Chine sur le chemin de la démesure en matière économique.
Du fait de leur longue tradition de maîtrise hydrographique, les Chinois ont alors considéré que la nature était au service du développement humain, et de nombreux édifices ont vu le jour. En revanche, la Chine semble être entrée dans un cercle vicieux où l'amplification de la croissance et des besoins entraîne une multiplication des problèmes socio-économiques, sanitaires et environnementaux. La soif de réussite et la politique mise en œuvre par la Chine pour parvenir à ses objectifs impactent l'Asie entière, et notablement ses voisins avec qui la Chine partage des fleuves. La Chine en amont de nombreux bassins fluviaux, Ili, Irtysh, Amour, Brahmapoutre, Salween, Mekong, a une responsabilité considérable à l'égard de ses voisins, Russie, Kazakhstan, Asie du Sud-Est, l'Inde et ses voisins. Pour des raisons internes, maintien de l'unité nationale, mainmise sur les ressources naturelles ou poursuite du développement économique, ou externe, volonté d'être une puissance régionale, voire stratégie d'expansion, la Chine ne joue pas la carte de la coopération avec ses voisins, construit des barrages et ponctionne abondamment les fleuves. L'intensité des discordes et enjeux variant d'une région à l'autre, les conséquences de cette interdépendance hydrographique sont multiples, socio-économiques, environnementales et diplomatiques. La question de l'eau menaçant la poursuite du développement de la Chine et les générations futures, elle apparaît partagée entre deux chemins. D'une part, la Chine a pris conscience du caractère impératif de la situation. Des réformes en interne sont réalisées et dans une logique d'efficacité, elle fait appel à des entreprises étrangères telles que Veolia Environnement et Suez Environnement. Pourtant, au regard du développement de nouveaux projets et de nouvelles hypothèses pour tenter de rétablir ce que la croissance a détruit, la Chine semble persister dans la démesure. À l'avenir, avec l'augmentation de l'interdépendance, deux scénarios sont envisageables. De possibles guerres de l'eau en raison de l'exacerbation des tensions, ou bien des opportunités de coopération qui feraient de l'eau un trait d'union entre les États. Chapitre 1. Le développement interne de la Chine et les enjeux liés à l'eau. En un quart de siècle, la Chine est devenue une grande puissance mondiale. Elle est désormais bien installée sur la scène internationale, est capable de concurrencer le leadership américain. Son poids est dû à son incroyable développement et à l'importance de sa population. Civilisation hydraulique par excellence, la maîtrise des fleuves est aussi pour la Chine un outil de développement. Toutefois, les ressources en eau déclinent rapidement alors que les besoins n'ont jamais été aussi grands. Désormais, la Chine se trouve dans une situation de stress hydrique, lorsque la demande d'eau dépasse la quantité disponible pendant une certaine période ou lorsque sa mauvaise qualité en limite l'usage. 21. Et les répercussions de ce développement anarchique sont en train de conduire à une incontestable catastrophe environnementale. À la croissance au détriment de l'or bleu. Depuis 60 ans, la Chine se développe comme aucun pays ne l'a jamais fait. Pour cela, elle a mis en œuvre une politique de développement de l'agriculture et de l'industrie affectant fortement les rares ressources en eau de la Chine. 1. L'eau, un défi pour la Chine. A. Les ressources hydriques de la Chine. Avec une superficie de 9,6 millions de kilomètres carrés, la Chine est le troisième plus vaste pays au monde. Les ressources en eau de la Chine sont importantes, mais comparées à la population, elles sont limitées. La Chine est l'État le plus peuplé au monde avec 1,3 milliard d'habitants, soit un quart de la population mondiale. En effet, pour cette population, la Chine ne possède que 7% des ressources mondiales d'eau douce, 2812,4 milliards de mètres cubes 22. Les ressources hydriques de la Chine la placent ainsi au 6e rang de la planète derrière le Brésil, la Russie, le Canada, les États-Unis et l'Indonésie. Les ressources en eau douce de la Chine sont présentes sous ses différents états physiques. La chaîne de l'Himalaya se situant pour partie sur le territoire chinois, les 4 autres pays étant l'Inde, le Népal, le Bhoutan et le Pakistan. Les glaciers chinois représentent ainsi près de 58 500 km², soit l'équivalent d'une réserve d'eau de 5100 milliards de mètres cubes 23. L'Himalaya, avec ses 12 000 km³ 24 d'eau douce, est fondamental à l'écosystème chinois. En effet, le château d'eau de l'Asie a un statut d'hydropuissance et constitue le réservoir des principaux fleuves asiatiques, le Gange, le Brahmapoutre, l'Indus, le Yangtze, le fleuve Jaune, le Mékong et la Salween,
les 4 derniers étant généralement considérés comme des fleuves péri-himalayens 25. Même si l'ampleur du retrait des glaciers est encore imprévisible dans l'Himalaya, le recul actuel est une menace que les États asiatiques, en particulier la Chine, ne peuvent occulter. Ensuite, 50 000 cours d'eau traversent la Chine, dont 1500 ayant une superficie supérieure à 1000 km² 26. La Chine est un pays qui s'est développé autour de ses 7 principaux fleuves. Le Yangtze, la rivière des Perles, le fleuve Jaune, le Hai, le Liao, le Songguodiang et le Yalujuangbu. Le Yangtze, premier fleuve d'Asie et troisième au monde derrière l'Amazone et le Nil, long de 6300 km, peut être considéré comme l'épine dorsale hydrographique de la Chine. Il est aussi l'un des principaux axes de communication et de transfert fluvial, ce qui lui a valu le surnom de route d'or fluviale. La Chine possède aussi le plus grand et plus ancien canal artificiel au monde, le Grand Canal Pékin-Hangzhou. Cette mythique voie d'eau, longue de 1801 km, permet de faire communiquer le nord et le sud de la Chine. Les lacs sont aussi présents sur tout le territoire chinois. La superficie totale de ces lacs atteint 71 787 km² 27. Le lac de Poyang est le plus grand lac d'eau douce en Chine, mais sa superficie ne cesse de diminuer comme de nombreux autres lacs 28. Selon Frédéric Kohler, 20 lacs naturels disparaissent tous les ans 29. La principale source hydrique en Chine est liée aux précipitations et à la mousson. Toutefois, certaines régions, les moins peuplées, sont beaucoup mieux dotées que d'autres, beaucoup plus peuplées et de plus petite taille. B. Inégale répartition des ressources en eau. En dépit de ces nombreuses ressources, la Chine souffre d'un stress hydrique important. Le premier problème auquel la Chine est confrontée est la rareté de la ressource. En effet, même si la Chine possède 7% des ressources mondiales en eau douce, elle doit fournir de l'eau à un quart de la population mondiale. Les quantités d'eau sont donc faibles et les ressources par habitant insuffisantes. La moyenne mondiale de ressources en eau est de 7328 m3 par habitant et par an 30. Le chinois, quant à lui, ne dispose en moyenne que de 2260 m3 d'eau par an, soit un peu moins du tiers de la moyenne mondiale. La Chine se trouve donc aujourd'hui dans une situation de déficit hydrique de 40 milliards de mètres cubes d'eau 31. Selon un rapport du gouvernement chinois, le volume total des ressources en eau exploitables aura été atteint en 2030, 32. Le deuxième problème auquel doit faire face la Chine est l'inégale répartition des ressources en eau sur le territoire chinois. 20% du territoire chinois se compose de désert 33. Sa surface ne cesse de s'accroître avec le temps en raison de son avancée et de l'amplification du phénomène de sécheresse. De plus, une forte disparité est constatée entre le nord et le sud du pays. La Chine du Sud, réunissant près de 60% de la population, comptabilise 80% des ressources en eau 34. Le Nord fait figure de parent pauvre, avec des ressources 3 fois inférieures à celles du Sud, 1646 m3 par habitant et par an 35. Cette inégalité, voire cette pénurie, se traduit aussi au niveau des villes. Près de la moitié des villes chinoises, 300 sur 638, manquent d'eau, et 164 doivent limiter leur consommation 36. À titre d'exemple, Pékin souffre d'une carence en eau inquiétante. La ressource serait seulement de 250 m3 d'eau par habitant et par an, soit sous le seuil d'Israël 37. De même, chaque année, 30 millions de ruraux doivent faire face à des pénuries. Le troisième problème auquel la Chine est confrontée est l'inégale répartition dans le temps de l'eau. Comme nous l'avons vu, la Chine est fortement tributaire de la mousson et des précipitations. En Chine, les précipitations annuelles s'élèvent à 6188,9 milliards de mètres cubes. Toutefois, la moyenne annuelle est de 648 mm contre une moyenne mondiale de 834 mm 38. L'abondance des pluies liées à la mousson peut fortement varier. De plus, la Chine est couramment confrontée à 2 situations extrêmes, les inondations et les sécheresses. Dans les régions des fleuves, la Chine connaît d'importantes et de fréquentes inondations et crues. De l'autre côté, des régions comme le Huanghe et Hai sont victimes de sécheresse. La région du Nord a subi une grande sécheresse pendant l'hiver 2008 à 2009. La Chine devrait ainsi affronter 23 grandes sécheresses par siècle 39. La disparité du peuplement et la mise en valeur du territoire sont donc autrement vraies en Chine. C. Une mauvaise qualité de l'eau et une gestion inefficace.
Au problème de faiblesse et d'inégale répartition, s'ajoute la question d'une mauvaise gestion de la ressource. Cette gestion inefficace entraîne un déficit en eau potable dans la moitié des villes chinoises. La Chine a connu de graves lacunes en matière de performance et d'installation de retraitement des eaux usées. Le système chinois n'était pas prêt à faire face à une augmentation massive des quantités d'eau rejetées. En 1999, la Chine ne possédait que 226 stations d'épuration modernes et seulement 15% des eaux usées étaient retraitées 40. À ce retard technologique, s'ajoute un colossal gaspillage de l'eau lié au passé de la Chine. Traditionnellement, l'eau était gratuite, payée par l'employeur ou l'État. Tarification de l'eau non obligatoire jusqu'en 1984-41. Même si aujourd'hui une tarification de l'eau est apparue, les pertes subsistent. La Chine se trouve aussi confrontée au mauvais état du réseau, à l'importance des fuites et des connexions illégales 42. Ces lacunes engendrent d'importantes difficultés d'accès à l'eau, mais aussi une remise en cause de sa qualité. En 2005, 96 millions de ruraux n'avaient pas accès à l'eau potable, 70 millions de Chinois buvaient de l'eau contaminée par des déchets et un quart de la population buvait et utilisait de l'eau non potable 43. Outre sa rareté, la problématique inquiétante concernant l'eau en Chine est l'augmentation considérable de sa consommation. Les raisons pour lesquelles la consommation d'eau s'est accrue sont liées à l'accroissement des besoins issus de la transformation économique du pays et de l'augmentation de la population. 2. Une croissance à tout prix 44. La Chine est aujourd'hui la deuxième puissance économique mondiale, mais elle n'est pas arrivée à cette place par hasard. Au cours des 60 dernières années, la Chine a réalisé de nombreux sacrifices au profit de la croissance. Ainsi, les raisons de la carence en eau de la Chine et de sa pollution sont en grande partie d'origine humaine. En effet, les besoins grandissants de l'industrie et de l'agriculture, mais aussi la croissance singulière de la population chinoise ont petit à petit pris le dessus sur l'environnement. A. Le développement économique, à partir de 1949. Le développement économique de la Chine a été possible grâce à une industrialisation massive du pays. En 1949, les capacités de production du pays étaient détruites, voire inexistantes. À cette époque, la Chine n'est encore qu'au stade initial de l'accumulation primitive du capital. Mao, voulant brûler les étapes du développement, se lance dans la planification de l'économie, la collectivisation des terres, l'étatisation des entreprises et la régulation de la consommation. La priorité est alors donnée au développement économique et à l'industrie lourde. Dès lors, Mao base son premier plan quinquennal, 1953 à 1956, sur le développement d'une industrie lourde, mines, sidérurgie, mécanique. Les ressources sont mobilisées au profit de l'industrie. L'État ponctionne le monde rural pour la financer. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.